100% PSG, le MAG. Pia Clément. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 40 de 100% PSG, le MAG. Comme de coutume désormais, vous pouvez écouter l'épisode comme de la radio sur le site de Radio France. Vous pouvez aussi le regarder sur notre chaîne YouTube, ici Paris, Île-de-France. Et vous verrez maintenant tous les MAG en vidéo. Et du coup, je suis obligée de regarder la caméra et je suis très à l'aise. Aujourd'hui, j'ai un invité que j'attends depuis des années de pouvoir recevoir. Mais le truc, c'est que depuis 3 ans, il bosse chez RMC. Et quand quelqu'un bosse chez RMC, pour que je puisse le recevoir, il faut que j'ai une excuse. Il faut qu'il écrive un bouquin. Voilà, Fabrice Hawkins est avec nous aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Pia, je suis ravi d'être là, ravi de retrouver la maison de la radio et content d'être ton invité. Ça me fait super plaisir de te voir Fabrice. J'ai 1 milliard de questions, comme toujours avec mes invités, parce que j'ai toujours beaucoup de questions. Mais là, il y a tellement de choses intéressantes dont on va et dont on peut parler. Ah, on est là pour ça. C'est trop bien. Donc déjà, j'ai dévoré le livre de l'enfer au paradis qui est sorti chez Flammarion, coécrit avec Apolline Boucherie qui travaille aussi chez RMC. Exactement. Juste, comment vous avez fait entre vous deux? T'as parlé, elle a noté ou... Non, elle a fait un peu plus quand même. Apolline, c'est une collègue avec qui je travaille maintenant depuis 3 ans, comme tu le disais, en confiance, quelqu'un que j'apprécie par ailleurs. Donc c'est vrai que quand Flammarion m'a approché pour ce projet, j'avais le mercato aussi, j'avais d'autres obligations avec RMC et il me fallait quelqu'un de confiance à côté de moi que je connaissais pour pouvoir travailler en confiance avec un livre comme celui-là où il y a quand même beaucoup de secrets, beaucoup de coulisses, beaucoup de choses qu'on écrit mais d'autres qu'on ne peut pas trop écrire. Beaucoup de choses à vérifier, il faut être pondéré. Il fallait quelqu'un en qui j'ai confiance, voilà, et Apolline c'était cette personne-là. Donc Apolline elle connaît tous les secrets que tu n'as pas écrits. Exactement, bon, il n'y en a pas beaucoup, on a écrit le max. Des fois, on sent affleurer des trucs, on se dit oulala, il devait en avoir sous la semelle sur ce personnage-là. Voilà, vous êtes sur ici par Île-de-France, dans 100% PSG le MAG, et ça commence maintenant. 100% PSG, l'interview. Alors, Fabrice Hawkins, ça fait donc 3 ans que tu es journaliste à RMC. Il y a un truc qui est frappant quand on cherche des infos sur toi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur toi, sur le net. C'est vrai. Déjà, pourquoi? Ça, c'est un peu un syndrome Ousmane Dembélé. Je sais pas, mais c'est vrai que je préfère parler de mon travail, je préfère mettre en valeur les joueurs quand je parle de foot. Il y a une autre époque, je parlais d'autre chose, notamment quand j'étais ici à la maison de la radio ou à France Bleu. J'aime bien parler de mon travail. Après, c'est vrai que quand on est amené à parler de moi, je peux le faire aussi. Mais l'essentiel, et je pense que là où les gens m'attendent, c'est vraiment que je raconte ce que je sais. Mais moi, je les connais, les gens, et je sais qu'ils aiment bien aussi savoir à qui ils ont affaire. En tout cas, moi, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. On reste sur le foot, mais on ne devient pas journaliste sportif sans avoir une histoire forte avec le foot, forcément. C'est obligé. Il y a des journalistes qui n'aiment pas dire qu'ils ont été supporters d'un club, ou même qu'ils le sont encore. Il y a des journalistes qui, au contraire, n'ont pas de souci à parler de ça. Déjà, moi, Fabrice, j'aimerais savoir un truc très simple. Tu es né où ? C'est où ta ville de naissance? À Kigali, au Rwanda. C'est vrai que j'en parle très rarement. Ouais, je suis né à Kigali, au Rwanda, un pays que je chéris d'ailleurs. Et voilà, ensuite je suis arrivé en France. À quel âge? Je devais avoir autour de 4-5 ans. Quand même. Donc tu as vraiment des souvenirs quand même de ton enfance au Rwanda, non? Ouais, pas tant que ça. Finalement, pas tant que ça. Après, j'ai grandi à Nantes. Ok. C'est de là que m'est venue cette passion que j'ai pour le football. Étant tout petit, j'ai joué pour les Canaries, les jaunes et verts. Non. Si. Et les petites photos d'ailleurs qui sont sympas que je te montrerai peut-être. Ah ouais, je veux bien. C'est énorme. Et c'est là vraiment que m'est venue cette passion. J'ai pratiqué le football jusqu'à mes 22 ans au niveau amateur. Et de fil en aiguille, j'avais cette passion pour le journalisme. J'ai fait une formation en droit aussi. Donc après ma formation en droit, j'ai fait une formation de journaliste où j'ai fait une alternance à Radio France. Donc je suis passé par France Bleu, par France Info. J'ai adoré cette maison. Et ensuite, j'ai pris mon envol dans d'autres maisons et j'ai fini par arriver donc à RMC à l'été 2022. Ça veut dire que ton lien au football, c'est avant tout un lien qui commence par le terrain. Ça veut dire que tu as pratiqué le football. Ouais, exactement. Et mon papa aussi. Qui adore le football, C'est quoi son équipe de cœur à lui? C'est l'OM. Allez, je savais que ça allait tourner au vinaigre. Déjà, j'entends FC Nantes, je me dis bon, ok. Non, mais il y a des Parisiens aussi dans ma famille. Ah ouais? Il y a des fans du PSG aussi. Ils sont pas nombreux, mais il y a des fans du PSG. Est-ce que tu as une fibre de fan, toi, de supporter?
Oui, mais forcément, moi, c'est jaune et vert. Hein. C'est normal, Ah, c'est ton enfance. et puis à l'époque, Voilà, ils jouaient la Ligue des Champions. J'ai des ouais. souvenirs de matchs à la Beaujoire avec Manchester Mm. United qui vient, David Beckham, Ruud van Nistelrooy, le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen. Donc j'ai des vrais souvenirs. Et Mm, non, mm. j'ai adoré. Bon, on est un peu loin maintenant de la Ligue des Champions. Enfin, je dis on, le FC Nantes. Ah ouais, d'accord. Donc t'as vraiment, t'as vraiment la fibre fan, ok. C'est un peu loin tout ça J'adore, maintenant, mais oui, s'il faut dégager un club, c'est le FC Nantes, même si aujourd'hui je suis particulièrement le Paris Saint-Germain Mm. et forcément il y a une proximité qui fait que c'est un club que j'aime bien. Alors pour RMC, tu suis le PSG et tu suis l'équipe de France et tu es un peu le spécialiste des infos inside, du mercato notamment. Exactement. Donc ton métier, c'est un enfer. De mon point de vue, et je ne sais pas comment les autres gens voient ça, mais moi je me dis, mais comment ces mecs-là, parce qu'il y a pratiquement que des garçons qui exercent ce métier-là dans le milieu du mercato. Enfin, moi je connais pas de filles en tout cas. Si, il y en a quelques-unes, mais En vaguement. Angleterre un peu, mais Voilà, ouais. c'est ça. Mais en France, des journalistes qui font ça, j'en connais pas. C'est quand même un métier qui... À Foot Mercato, je crois. Ah, Ouais, on a une concert, ouais, d'Abia. c'est dur, non? C'est pas évident parce que il faut être sur le qui-vive tout le temps en fait. Même en période hors mercato. Alors en plus, quand tu suis le mercato et que tu es dans une boîte comme RMC, il faut que tu sois opérationnel au cours de la saison pour délivrer des informations sur le Paris Saint-Germain, sur d'autres clubs aussi, parce que je travaille pas que sur le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain me prend beaucoup de temps, mais je travaille essentiellement sur les clubs français et notamment sur Marseille aussi, sur Lyon. Donc ça occupe pas mal mes journées. Et puis quand je fais pas ça, il y a la trêve internationale avec l'équipe de France que je suis. Et quand il y a pas ça, il y a le mercato. T'as Donc pas de vacances. c'est vrai qu'on coupe rarement. On essaye, mais c'est vrai que c'est pas facile. Même si tu es en vacances et qu'il y a une énorme info qui t'arrive, parce qu'il y a un truc qu'il faut dire, c'est que quand on est installé comme tu l'es aujourd'hui à RMC, t'es pas obligé d'aller creuser pour chercher toutes les infos. Il y a aussi beaucoup d'infos qui t'arrivent. C'est vrai. C'est vrai. Quand tu crées de bonnes relations et que tu as de bonnes relations de confiance avec certaines sources, c'est vrai que les infos peuvent te venir et parfois même de très grosses infos. Finalement, parfois je cherche et puis je galère sur des petites infos et puis tu as des espèces de grosses breaking news qui viennent à moi. Et ça veut dire que le travail en amont, le travail avec les sources de confiance, ça veut dire qu'il a vraiment été bien fait et c'est une forme de satisfaction aussi que d'avoir un petit coup de fil et de dire voilà Fabrice, j'ai envie de te donner une info, il y a ça qui se passe, voilà, tu peux le raconter. Bon, évidemment, je vérifie toujours. 9 fois et demi sur 10 parce qu'il y a des choses qu'on peut pas vérifier, il y a des choses c'est impossible de vérifier. Quand il y a deux personnes dans la salle et qu'il y en a une qui te dit quelque chose, il faut forcément que tu demandes à l'autre, mais si elle te dit l'inverse, il faut que tu réussisses à trancher et là c'est le lien aussi avec la source, le lien de confiance, les antécédents que vous avez, l'historique que vous avez, est-ce qu'il m'a jamais trahi, mais malgré tout ça c'est très complexe parce que sur une info tout peut basculer et selon la taille de l'information il y a plus ou moins de risques et donc il faut toujours, et moi je m'attelle toujours à le faire, il faut toujours vérifier. Il faut toujours vérifier, mais sachant que toutes les personnes auprès desquelles tu vas pouvoir vérifier l'info, y compris celle qui t'a donné l'info à la base, peuvent te manipuler. Parce qu'elles ont parfois des intérêts directs, parfois carrément financiers. Par exemple, je prends un exemple complètement au pif, mais admettons qu'un agent te dise un truc sur un de ses joueurs et que l'info fasse monter le prix de son joueur. Voilà, là, c'est un impact direct financier. Donc, oui, toi, on le sait. On le sait aujourd'hui. Dans le mercato, les journalistes, comme tu le disais, qui sont spécialisés, aujourd'hui, ils font partie de l'écosystème. Ils sont aussi parfois utilisés. Il y a des tentatives d'instrumentalisation par les agents, par les clubs, par les directeurs sportifs, par les présidents. Par tout le monde. Et aujourd'hui, non, on fait vraiment partie de ce microcosme-là, de ce milieu-là, et il faut vraiment faire attention parce que ce qu'on dit, forcément, ça a des répercussions, c'est lu, ça traverse les frontières aujourd'hui, donc il faut avoir ça en tête, et c'est aussi pour ça que c'est important de bien prendre la mesure de ce qu'on va écrire. On sait que le foot, c'est un milieu où il peut y avoir parfois des comportements, je parle même pas de physique, mais déjà verbaux, violents, des menaces par exemple. Est-ce que toi, tu as déjà eu peur? Tu t'es déjà dit, oula, je sens que lui, va pas trop falloir rigoler avec les infos qu'il me donne ou qu'il me donne pas? Peur, non, c'est pas le mot, peur, mais c'est vrai qu'il y a des tentatives d'intimidation parfois, selon les positions des uns et des autres, on essaye parfois de mettre des coups de pression déguisés, c'est jamais frontal, c'est un peu déguisé, un peu des sous-entendus, certains parfois essayent de profiter de leur position, donc oui, c'est des choses qui arrivent, mais c'est vraiment pas mon quotidien, c'est à la marge.
Ok, donc il y a quand même des gens bien que tu croises dans ton métier? Oui, heureusement. Sinon, on Ouf, fera autre chose. ça me rassure. Bon, déjà, Sinon, il y on a fera autre Ousmane chose. Dembélé, déjà, de base, notre ballon d'or. Bon, tu as écrit ce livre qui s'appelle De l'enfer au paradis, et pour les supporters du Paris Saint-Germain, c'est transparent. Comme titre, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Forcément, on part d'il y a 2 ans et on arrive au sacre en Ligue des Champions. Avant qu'on commence, j'aimerais replacer un truc dans le contexte parce que je trouve qu'on en parle très peu. Tu termines le livre en parlant des ultras. Moi, je voudrais qu'on revienne presque juste avant le moment où débute le livre. On est au printemps 2023. À ce moment-là, tous les ultras sont en grève de toutes leurs activités, y compris avec le PSG handball, avec les féminines, etc. Ils sont très en colère. Et il y a cette fameuse soirée où les ultras vont aller chanter, certains ultras vont aller chanter, Certains, oui. voilà, vont aller chanter devant chez Neymar à Bougival. Avant ce moment-là, dans l'après-midi, il y avait eu un rendez-vous de certains ultras devant le siège du PSG à Boulogne. Ce jour-là, j'y étais et pour voir un peu ce qui se passait. Et on a reçu tous un papier avec un texte sur ce papier. Quand je relis ce qui était écrit sur ce texte, les revendications des ultras à l'époque, c'est assez fou parce que tu te dis, c'est pas possible qu'en 2 ans, on ait réussi à solder tout ça. Et pourtant, tout a été soldé. Je vais relire certains extraits. Je ne vais pas revenir sur ce qui concerne la liberté des supporters, le Parc des Princes et le départ, la refonte de Ticket Place, l'accord sur le maillot. Mais voilà, par exemple, ce qu'écrivaient les Ultras. C'est signé Collectif Ultra Paris. Un recrutement ambitieux et cohérent. Le sportif est en dérive totale et cela est dû notamment à un recrutement au rabais et sans vision globale des besoins collectifs de l'équipe en raison d'une gestion catastrophique ces dernières années qui a offert des ponts d'or à des mercenaires, etc. Ensuite, il faut se débarrasser des joueurs parasites. Il est temps de faire le ménage dans le vestiaire. Trop de joueurs sous contrat ne sont présents à ce jour que pour toucher le salaire, etc. Volonté de garder les jeunes. Nous possédons un des meilleurs centres de formation de France et d'Europe et déjà beaucoup trop de nos jeunes sont partis à cause d'un manque de considération. Je passe la suite, voilà. Et la non-présence des anciens dans l'environnement du club aussi est pointée. C'est vraiment impressionnant et ça finit en disant nous connaissons une des pires saisons depuis des années et ça parle de matchs infâmes. Et la conclusion, QSI, vous avez acheté un club de foot, faites du foot. On en est là au printemps 2023, été 2023, purge. Purge avec beaucoup de joueurs qui vont partir. Et j'aimerais qu'on commence, parce que c'est là que ça commence le livre, à cette purge à peu près, quoi, qu'on commence avec le cas Messi. Tu parles très 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 peu de Messi dans le livre, mais tu dis, comme ça au détour d'une phrase, bon, il est en fin de contrat, il s'en va, il ne manquera ni dans le jeu, ni dans le vestiaire. Ouais, parce que Lionel Messi, en fait, il était vu comme ce qu'il était, c'est-à-dire que c'est une légende du football mondial, donc il était très très respecté, et il y avait beaucoup d'attentes autour de lui. Il y avait des attentes sur le terrain, il y avait des attentes aussi en dehors du terrain. Par le passé, il y a eu des joueurs comme David Beckham, des joueurs comme Sergio Ramos, qui était d'ailleurs aussi à son époque, qui s'impliquait énormément, qui avait toujours le petit geste pour le petit jeune, qui allait voir aussi les plus anciens, qui leur donnait des conseils, qui faisait évoluer le club en tant qu'institution. En fait, finalement, David Beckham, il n'est pas resté longtemps, quelques mois, mais dans son rapport à l'institution, il a fait du bien. Il fait partie des joueurs qui ont fait du bien. Et c'est vrai que Messi, on en attendait au Paris Saint-Germain peut-être un petit peu plus. Et il n'a pas réussi à donner ça réellement, Lionel Messi. Et je pense que c'est de là où est née la frustration, parce que finalement, ça reste quand même un très grand joueur sur certains matchs encore, même parfois pas à 100%. Il a montré vraiment que c'était un immense joueur. Mais cette frustration en fait du Paris Saint-Germain le concernant, elle vient de là. Et c'est drôle que tu me parles de Lionel Messi, parce que il y a aussi une autre anecdote. Souviens-toi quand il a été sommé de s'excuser après être allé en Arabie Saoudite. Avec sa petite chemise devant le mur. Exactement. C'est là aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est là aussi où le club commence petit à petit à basculer, à prendre les habitudes d'un club qui est une vraie institution. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre tout le monde sur la même ligne. Ouais, et on tape directement sur la plus grosse star du club. Oui, et puis ils le feront encore. C'est lui qui prend pour tous, quoi. Et ils le feront encore, notamment avec Kylian Mbappé, notamment avec Ousmane Dembélé, même lors de la saison qui vient de s'écouler. On en parlera peut-être tout à l'heure. Bien sûr, quand ils le prennent par Arsenal. Évidemment. C'est aussi une manière de dire l'institution au-dessus de tout. Alors à cet été 2023, donc évidemment c'est le moment où Luis Enrique arrive, bien entendu, Luis Campos est là aussi, et tu racontes dans le livre une scène dont personnellement j'avais pas connaissance, sur un shooting photo qui est organisé avec les joueurs qui seront là la saison prochaine, avec une marque, voilà, pour se projeter sur la saison prochaine. Et en marge de ce shooting photo, dans un couloir, il y a des joueurs qui attendent et qui sont reçus
par le duo Luis Campos-Luis Enrique. Alors la liste de ces joueurs, c'est Juan Bernat, Carlos Soler, Hugo Ekitike, Renato Sanchez, Verratti et Neymar. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Ouais, ça s'est passé comme tu l'as dit dans un couloir du campus PSG. En fait, c'était la Ligue de football professionnel. Au début de chaque saison, ils vont dans les clubs, ils prennent des photos et ça sert notamment sur les différentes campagnes de publicité ou d'affichage de la Ligue. Et donc, naturellement, les joueurs qui figurent sur ces campagnes sont les joueurs qui vont ou qui doivent s'inscrire dans le club la saison suivante. C'est pas sûr à 100% parce que le mercato n'est pas encore terminé, mais bon, généralement, les clubs ils vont pousser nécessairement les joueurs sur qui ils comptent, quoi. Et donc là, ces joueurs que tu viens de citer, et notamment Neymar et Verratti, n'y sont pas. C'est-à-dire qu'ils arrivent, on leur explique, bon, il n'y a pas de photo pour vous aujourd'hui. T'imagines? Neymar, bon, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier parce qu'en plus, ils viennent de terminer une tournée en Asie, au Japon et en Corée du Sud où c'était pas loin d'être le meilleur malgré le peu de minutes qu'il a eu. Et tout de suite, ça donne une grosse indication sur ce que va devenir le Paris Saint-Germain parce que Luis Enrique, c'était son choix. Lui, comme Verratti, ne rentrait pas dans les plans de ce que voulait faire Luis Enrique. Il n'imaginait pas un peu faire comme Christophe Galtier, en fait, entraîner Neymar, Messi et Kylian Mbappé. Pour lui, ça ne rentrait pas dans l'imaginaire de ce qu'il voulait en tant qu'institution, en tant que club. S'ils avaient été encore là tous les trois, je ne serais jamais venu. Exactement. Et Luis Campos, dernièrement, a dit que c'était son choix de faire partir Neymar, que le coach l'avait décidé. Et donc, voilà, il participe à la séance de photos. On leur explique qu'ils ne font pas partie du projet, comme les autres. Et voilà. Chacun son tour dans le bureau. Là, tu ressors du bureau, tu te retrouves face à Carlos Soler et Ekitike, tu leur dis moi aussi je me suis fait virer. C'est un truc de fou quand même. Non, mais c'était un peu ça. Puis c'est un peu dur aussi, mais c'est la violence de ce milieu-là aussi. C'est-à-dire que tu faisais partie du projet il y a encore quelques mois, et là, malgré tes qualités, on estime que ça tient plus la route. Et bon, on te le dit. Après, ce qu'il faut aussi mettre. Et ça, faut le mettre. Faut quand même saluer la franchise de Luis Enrique, c'est qu'il passe pas par quatre chemins. Il te reçoit dans son bureau, il te dit des choses. Donnarumma, ça a été la même chose peu ou prou cet été. Et d'ailleurs, il l'a salué, il a apprécié le comportement. Parce qu'après, qu'on n'aime pas ou qu'on soit pas d'accord avec la décision du coach, c'est une chose. Mais au moins, on peut pas lui reprocher de ne pas avoir été honnête. Et là-dessus, on peut pas le prendre à défaut, Luis Enrique. C'est quelqu'un qui parfois manie la langue de bois assez subtilement en conférence de presse, mais quand il est avec ses joueurs dans une pièce, il dit les choses et il essaie d'être le plus transparent possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tout de suite senti à son arrivée. Et vraiment, l'image numéro 1, c'est peut-être celle de Verratti pour ça, parce que arracher ce sparadrap-là, c'était vraiment pas facile. Enfin voilà, l'attachement était quand même incroyable avec les supporters, y compris moi. Voilà. Ouais. Ça a été compliqué, quoi. Verratti, dans le livre, t'évoques plusieurs choses qui peuvent expliquer pourquoi ce sparadrap a été arraché, et notamment 3 liens proches que tu évoques à différents moments du livre. Son lien avec l'émir, qui fait qu'il avait pris l'habitude de passer par-dessus les dirigeants, en fait, et d'aller directement voir l'émir. Son lien avec Messi, qui faisait qu'il était, d'après le livre, détesté par certains jeunes. C'est fort, hein. Et son lien avec Neymar. Oui, c'est vrai, il a adoré Verratti au Qatar. De toute façon, c'est pas compliqué. Tous les joueurs, généralement, qui vont après le Paris Saint-Germain, qui vont au Qatar, c'est qu'ils ont une bonne image de là-bas. Kimpembe. C'est des joueurs qui sont très appréciés déjà à Paris par les dirigeants, que ce soit Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, et ils sont appréciés aussi à Doha. Marco Verratti, oui, il fait toujours là des paddles de temps en temps avec le président du Paris Saint-Germain quand il est là-bas au Qatar. C'est quelqu'un qui était très apprécié, qui était effectivement, et c'est l'un des seuls d'ailleurs, c'est l'un des rares joueurs du Paris Saint-Germain à avoir un lien avec l'émir du Qatar, parce qu'on dit souvent l'émir du Qatar, l'émir du Qatar. La réalité, c'est que il n'a pas des liens avec énormément de joueurs, l'émir du Qatar. Il n'a pas le temps. Il est sur autre chose. C'est un chef d'État, donc à partir de là, le football, c'est une thématique parmi plusieurs thématiques, et c'est pas la plus importante, mais c'est vrai qu'il avait ce lien-là qui lui permettait, c'est vrai, certaines choses. Il avait aussi une proximité avec Messi, avec Neymar. Et en fait, ce qui a pu déranger, c'est que Verratti, il était adoré aussi. Il était adoré, il était même idolâtré par les jeunes. Parce que ce que j'explique dans le livre, c'est effectivement, ils ont fini certains par en avoir un petit peu marre. Mais c'est un changement, en fait, qui a provoqué ce désamour. C'est-à-dire que c'était un joueur qui était adoré, qui est même très gentil, Verratti. Si j'en crois tout ce qu'on m'a dit au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, il a commencé à se montrer un petit peu moins...
peut-être moins à l'écoute, moins présent aussi pour certains joueurs, à parfois avoir les manies de superstar d'un Neymar, d'un Messi, et ça a été moins apprécié. On peut le comprendre. Et il y a un passage aussi qui est très intéressant, et ça c'est pareil, j'en avais jamais entendu parler, sur le revirement de ceux qui poussaient pour lui montrer la sortie à Verratti. À partir du moment où ils comprennent que Neymar va partir, ceux-là même qui voulaient aussi que Verratti parte changent d'avis et disent ouais mais non, en fait non, laissez-nous Verratti. C'est vrai. Ça aussi, et on l'explique dans le livre. C'est-à-dire que chez les joueurs aussi, il y avait certains en tout cas ont fini par ils étaient résignés, ils se disaient on n'y arrivera jamais avec ce groupe-là, il faut épurer. Et à partir du moment où Neymar est parti, ils se sont dit oui mais le milieu de terrain ça risque quand même d'être assez léger. Et comme ils voulaient gagner, parce que autour de Verratti il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde. Ouais. Et comme ils voulaient gagner, c'est des compétiteurs avant tout. Ils ont tenté, c'est vrai, certains membres influents du vestiaire, ils ont essayé bien d'aller chuchoter à l'oreille des dirigeants, de ceux qui comptent, en tout cas, qui prennent les décisions, pour leur dire ce serait quand même pas mal que Marco Verratti reste. En gros, si l'influence de Neymar et de Messi a disparu, il va revenir sur Terre, quoi. Enfin, il va être comme avant. Ce sera quoi. comme avant. Ouais, Voilà, c'était un peu ça. ça l'idée derrière. Et le problème, c'est que la décision avait déjà été prise et que Luis Enrique ne comptait pas faire machine arrière. Alors, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, il y a aussi Icardi, Draxler, Wijnaldum et Paredes qui partent définitivement. Commentaire dans le livre, le vestiaire était donc assaini. Donc, on se doute que ça fait, sur certains de ces joueurs, il y en a certains qui n'étaient pas forcément les plus simples à gérer. Enfin, moi, je sais que j'ai souvent entendu, par exemple, que Paredes n'était pas le mec le plus sympa. Il y avait des clans, en fait. Oui, lui, c'était pro-Messi, lui. Exactement, c'est-à-dire que c'était un vestiaire qui vivait pas si bien que ça. Ça se sentait sur le terrain. Le mythe du vestiaire qui vit bien et des bonnes relations, le groupe vit bien. Voilà, cette fameuse phrase. Aujourd'hui, vous pouvez la dire, c'est la réalité. Aujourd'hui, le groupe vit bien. D'ailleurs, que ce soit au Paris Saint-Germain, en équipe de France, tous ces vestiaires-là, c'est des vestiaires quand même qui sont globalement sains. C'est-à-dire que même s'ils ne traînent pas tous ensemble, c'est pas vrai qu'ils sont tous amis. Quand ils sont sur le terrain et même quand ils se retrouvent au centre d'entraînement, ils ont quand même tous envie de tirer tous envie de tirer dans le même sens et de jouer les uns pour les autres. À cette époque-là, c'était pas le cas. Il y avait des clans avec des personnalités qui ne s'appréciaient pas du tout. On le sentait à l'entraînement, on le ressentait, comme tu le disais aussi, parfois en match, et c'est aussi ce qui a donné envie, je pense, aux dirigeants de changer, d'épurer, d'enlever certains joueurs pour qu'il y ait un petit peu plus de cohésion et que ce collectif si cher à Luis Enrique se mette en place. Alors à ce moment-là, il y en a un qui est toujours là, à l'été 2023, qui n'est pas parti, contrairement à ce qui était craint à l'époque, c'est Kylian Mbappé. J'aimerais que tu nous racontes le fameux vote pour le capitanat. Ça se passe à ce moment-là, on est en août 2023, donc le vestiaire a été assaini, Kylian est toujours là, et là, la façon de Luis Enrique de gérer ce moment va pas être forcément super bien perçue. Ouais, parce que Luis Enrique fait quelque chose qui n'avait jamais été fait au Paris Saint-Germain, et je pense même, moi, je l'ai jamais entendu dans un club en France. C'est-à-dire que il met en place un vote, un peu comme on élit des délégués. Il dit bon, nouvelle saison, comme il expliquait en conférence de presse par la suite. C'est le représentant des joueurs, le capitaine. C'est pas à moi de le choisir, c'est à vous, donc vous allez voter. Donc les joueurs, ils sont un peu pris de court parce qu'ils se disent mais nous, le capitaine, c'est Marquinhos. Enfin, c'est même pas une question. Pourquoi voter, en fait. Donc quand il dit ça, qu'est-ce qu'ils font les joueurs? Ils disent bon bah allez, on va voter. Levez tous la main. Qui vote pour Marquinhos? Ils lèvent tous la main. C'est bon. C'est Marquinhos le capitaine. Terminé. Luis Enrique, il dit ça va pas se passer comme ça. C'est pas une dictature. Et là, c'est vrai qu'ils comprennent pas trop parce qu'ils se disent mais ils voulaient qu'on vote. On a voté. Là, il nous explique qu'il faut un vote presque plus formel, qu'il faut mettre les choses en forme. On comprend pas trop, en fait. Et Luis Enrique, il provoque donc un deuxième vote, qui cette fois sera bien plus formel, puisqu'ils seront quand même reçus par les intendants une matinée quand ils arrivent au centre d'entraînement avec des petits papiers. Donc à mettre, redonner donc, à l'intendant. Bulletin secret. Ouais, exactement, bulletin secret. Il y a eu le dépouillement. Bon, c'est Marquinhos qui a encore gagné. Mais en fait, ce qui est drôle dans cette histoire, et on va pas tout révéler, je laisse les auditeurs en prendre connaissance, mais c'est que il y avait quand même derrière ça l'idée et la volonté de nommer capitaine un ou deux joueurs qui avaient déjà bien été identifiés. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il se disait qu'il voulait peut-être en finir, tourner la page avec certains joueurs, dont Marquinhos, pas le mettre totalement de côté, mais peut-être que ce soit plus le leader de l'équipe. Et autant Luis Enrique a réussi beaucoup de choses depuis qu'il est arrivé, et vraiment, il n'y aurait peut-être pas ce mot sur le livre paradis s'il n'était pas arrivé, autant je pense que sur Marquinhos, au départ il s'est trompé, il a rectifié, et il a fini par comprendre qu'en fait c'était
c'était le leader qu'il lui fallait en défense. Et c'est ce qui a permis justement au Paris Saint-Germain de faire la saison qu'ils ont fait la saison passée en défense. Mais concernant Marquinhos, qui est quand même évoqué un certain nombre de fois justement dans toutes ces histoires de vestiaire, etc., dans le livre, concernant Marquinhos, j'avais moi le sentiment que sur les années Pochettino et Galtier, il avait vraiment perdu le contact avec le plaisir de faire du foot à un très très haut niveau. Il s'ennuyait tactiquement, j'avais ce sentiment-là. Et l'arrivée de Luis Enrique, ça correspond aussi au moment où tout à coup le football revient au centre et où tout à coup Marquinhos se réépanouit sur le terrain et redevient celui qu'on connaissait, quoi. Ouais, après, lui, quand il arrive, Luis Enrique, c'est sa première saison naturellement en 2023-2024. Et il n'est pas censé savoir qu'il va retrouver ce Marquinhos-là. Donc, entre les échos qu'il a eus, parce que c'est ça aussi. Bien Luis sûr. Enrique, il fait aussi avec ce qu'on lui a dit, avec son ressenti, lui a avec ce qu'il a transmis vu, sur mais les dernières les saisons. infos qu'on lui a transmis aussi. Ouais, qu'on lui a ouais. transmises. Donc, c'est vrai que pour lui, il se dit que c'est peut-être pas naturel de le reconduire dans cette fonction. En tout cas, c'est pas forcément à moi de le faire. Donc, c'est pour ça qu'il organise ce vote, sans doute. Mais ce qui avait surpris, c'est vrai que c'est qu'ils refassent voter alors qu'ils avaient déjà décidé que ce serait Marquinhos. En disant, c'est pas la dictature ici, donc on va faire à ma façon. Ouais. Parce que finalement, la conclusion des joueurs, c'est oui, donc en fait, c'est une dictature, quoi. En gros, on est un peu obligé de voter pour Kylian. C'est quoi, En tout cas, Kylian, il est toujours là, donc. Et tu passes tout, enfin, vous passez avec Apolline, vous passez tout les, je sais pas, les peut-être 150 premières pages du livre. Ouais. C'est la première partie, 100 pages à peu près. 100 pages, voilà. À raconter ce qui s'est passé entre Kylian et le club. Et l'espèce de malentendu géant qu'il y a eu, notamment sur le plan, du contrat. Alors déjà, en tant que suiveuse du PSG et supportrice, ça a été une douleur de lire ces pages, parce que ce souvenir-là est tellement poisseux. On est tellement heureux d'en être sortis, qu'en lisant, je me disais, c'est génial, parce qu'ils ont tout consigné, tout est écrit, dans le bon ordre, avec tous les textes, et on va pouvoir passer à autre chose. Il y a un peu à côté comme ça. C'est un retour que j'ai eu déjà. Ça, c'est un retour que j'ai eu. Et ce sont des gens qui me disaient, on est bien content en fait. Au début, on se disait, mais pourquoi t'as parlé de Kylian ? Et en même temps, c'est dans le titre, hein. Ça commence par l'enfer. Non, mais après, j'ai pas envie de réduire l'enfer à Kylian Mbappé. Ça aussi, j'ai envie de le souligner. Non, je parle pas que de lui en tant que personne. Je parle de cette situation où on avait l'impression qu'on s'en sortirait pas. Exactement, l'enfer, vraiment, faut bien préciser, c'est pas Kylian Mbappé l'enfer. Kylian Mbappé, ça reste le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a fait gagner au Paris Saint-Germain beaucoup de trophées. C'est un joueur immense dans l'histoire du Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non. Par contre, quand il a été là, c'est vrai que il a fait partie avec d'autres joueurs de ce qu'on a appelé dans le livre la République des joueurs. On n'a rien inventé. Et c'est un peu une période où c'est vrai que des joueurs étaient au-dessus de l'institution et ça desservait l'institution. Ça créait aussi une atmosphère qui était très pénible et qui confinait finalement à ce qu'on a appelé l'enfer. L'enfer, qui est notamment l'un des symptômes, c'est la courtisanerie dans le vestiaire, avec par exemple des joueurs qui rient plus fort aux blagues si elles font rire les cadors. Ah, t'as bien aimé cette anecdote. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est horrible de vivre dans un groupe comme ça. C'est pas que dans ce vestiaire-là, c'est pas que dans ce vestiaire-là. Oui, bien sûr. Ça doit être un truc qu'on retrouve souvent dans le foot. Il y a aussi des passages dans le livre, et quand on parle du vestiaire et de ce qui s'y passe, c'est aussi pour donner des coulisses et une vision, un petit échantillon en fait de ce qui peut se passer dans un grand club, parce que Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, tous ces grands joueurs là, ils ont connu des très grands vestiaires. Le Paris Saint-Germain en était un aussi quand ils étaient là, parce qu'il y avait des grands joueurs, mais c'est des joueurs qui savent ce que c'est un grand vestiaire. Et ces petites anecdotes là, ça marche partout pareil, c'est-à-dire que quand t'as un petit jeune ou quand t'as un joueur qui peut-être a une place, un statut qui est moins important, tu fais attention aux blagues que tu fais. Quand la blague est faite, tu regardes à qui va rigoler, si ça rigole fort ou pas, tu t'essayes de jauger en fonction de ton statut aussi, et encore plus dans un vestiaire où les relations ne sont pas fluides comme c'était le cas à l'époque. Aujourd'hui, c'est peut-être moins vrai. Aujourd'hui, peut-être qu'un Seny Mayoulou, un Ibrahim Mbaye, il va rire à gorge déployée tout de suite, et que ça posera moins de problèmes, et je le pense. À l'époque, c'était pas le cas. Il y avait des regards, ça se regardait un petit peu en chien de faïence, et il fallait vraiment faire attention. Ambiance. Alors, dans toute cette histoire-là, il y a forcément un personnage qui revient dans le livre, c'est Faiza Lamari, la maman de Kylian. Généralement, quand on parle de l'entourage de Kylian, c'est Faiza Lamari. J'aimerais savoir, parce que tu l'as forcément rencontrée, tu as forcément des liens avec elle, ça fait partie des personnages incontournables, pas des liens personnels, affectifs, mais des liens professionnels, de comme travail, avec c'est toutes les obligatoire. personnes presque que je cite dans le livre. Voilà, comme tous les gens qui sont importants autour du Paris Saint-Germain. Quelle image tu as, toi, d'elle ? Parce que son image a été vachement dégradée ces dernières années. Ça reste un personnage assez fascinant. Comment, toi, qui la connais, tu la vois ?
Elle t'écoute. C'est vrai que c'est quelqu'un. Non, c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé. Ça, c'est vrai. Faiza Lamari, je pense que c'est avant tout une maman qui veut bien faire pour son fils, qui a bien fait aussi pour son fils, parce que avant de dire des choses qui peut-être ont moins bien marché, il faut quand même lui reconnaître ça. C'est-à-dire que si Kylian Mbappé a eu un contrat en or quand il est arrivé, c'est grâce à son talent sur le pré, mais c'est aussi parce qu'il avait derrière lui des gens comme Faiza Lamari qui se laissaient pas faire dans un milieu qu'ils apprivoisaient aussi, qu'ils connaissaient, parce qu'il y a eu la carrière de Giresse à gérer avant. Ouais, le grand frère. Exactement, mais il fallait quand même à ce niveau-là, avec ces montants-là, il fallait quand même, il fallait y aller. Et c'est une femme dans un milieu d'hommes, c'est pas évident. Donc j'ai quand même, quand tu me demandes moi quel est mon sentiment, c'est vrai qu'il y a déjà du respect et c'est vrai que c'est pas évident. Je me dis, elle a fait des choses qui n'étaient pas forcément évidentes et elle a réussi à plutôt bien les faire. Après, il y a toute la partie, et ça aussi c'est la difficulté dans ce milieu-là, comment est-ce que tu te positionnes, jusqu'où tu peux aller, dans les demandes, dans les manières de faire. Il y a eu, je pense, beaucoup d'incompréhension entre elle et le Paris Saint-Germain. Il y a eu des points d'achoppement. Il y a aussi à un moment donné, parce que c'est le milieu qui veut ça, des luttes d'influence. Donc qui dit lutte d'influence dit on montre les points et ça n'a pas toujours été facile. Des petits bruits comme ça sur la personne qui sont pas forcément faux, mais par exemple, quand on lit dans le livre que quand elle est dans la loge au parc, elle rafle tout ce qu'il y a dans le frigo et elle emporte toutes les dosettes de café. C'est dur, quoi, d'entendre des trucs comme ça. Ouais, en fait, moi, ça c'est des choses que j'ai entendues plusieurs fois. Et moi, derrière, j'ai demandé naturellement à son entourage. Et c'est vrai que moi, ils m'ont dit c'est faux. Ils ont dit non seulement c'est faux, mais Faiza, c'est quelqu'un de très généreuse. Faiza Lamari, c'est quelqu'un de très généreuse qui, quand elle prend, c'est pour redistribuer. Donc après, pourquoi est-ce que cet épisode a été évoqué dans le livre? C'est pas pour dire elle rentre dans la loge, elle attrape tout. C'est simplement pour montrer le niveau de tension qu'il y avait. Ce que les uns pouvaient dire sur les autres. C'est ça qu'on sent. C'est violent. Hein. C'était vraiment violent. C'était vraiment violent et c'est une violence, je pense, qui méritait d'être racontée pour qu'on comprenne bien aussi les moments de tension qu'il y a eu et jusqu'où ça pouvait aller, quoi. C'est violent au point que vous évoquez très très rapidement l'épisode en Suède de Kylian Mbappé en disant que certains jeunes dans le vestiaire ont été impressionnés négativement par cet épisode parce que en étant sur les réseaux sociaux, ils se sont dit mais en fait c'est un complot du PSG contre leur ancien joueur, quoi. Ouais, alors quand c'est sorti et qu'il y a eu, forcément on a entendu la défense de Kylian Mbappé. Dans son entourage, j'étais persuadé, effectivement, qu'il y avait que c'était un coup du PSG. Que ça pouvait être un coup du PSG. Et c'est vrai qu'il y a certains joueurs, notamment les plus jeunes, certains qui venaient d'arriver au club ou qui étaient il y a pas très depuis peu ou qui étaient au centre de formation, qui se disaient mais en fait où est-ce qu'on a mis les pieds? Est-ce qu'on peut vraiment être piégé par notre club? Donc c'est vrai que ça avait laissé une atmosphère un peu particulière au Paris Saint-Germain et notamment chez certains joueurs qui se disaient mais c'est ça notre avenir? C'est-à-dire que si à un moment donné on veut partir, est-ce qu'il peut nous arriver ça? Ça a été rapidement dissipé, hein. Mais c'est un sentiment qui existait. Moi, il y a une question que je me suis souvent posée, c'est pourquoi le club voulait absolument le garder? Pourquoi? Ou peut-être qu'il voulait juste... En 2022? En 2022, en 2023, même en 2023, il y a des... Je sais que le Parce club... que c'était le meilleur joueur du monde. Parce que c'était le meilleur joueur du monde. Après, tous les supporters pouvaient leur dire, les gars, c'est plus de problèmes que de buts marqués, en fait. Non, bien sûr. Ça s'est vérifié, d'ailleurs. Et bien sûr, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de dire ça parce qu'il est parti avec le Paris Saint-Germain à gagner la Ligue des Champions. C'est toujours beaucoup plus facile de faire l'analyse après. Mais à ce moment-là, c'est vrai que c'était le meilleur joueur du monde. D'ailleurs, ça reste l'un des meilleurs joueurs du monde, sans problème. Et il se voyait mal, il voyait mal se séparer de Kylian Mbappé. Il se disait, il y a la peur du vide aussi. Neymar est parti, Messi est parti. C'est la dernière très très grosse star. Il y a des gens qui se déplaçaient, qui venaient de l'étranger aussi pour venir voir Kylian Mbappé. Quand il est parti, il y avait plus Neymar, il y avait plus Messi. Pendant un petit moment, il y avait des places vides au Parc des Princes. Là, ça s'est rempli forcément. Tout le spot des Argentins, il n'y avait plus personne. Ça s'est rempli parce que voilà, il y a la Ligue des Champions, ça a gagné. Il y a du très beau jeu qui est développé aussi. Donc les gens veulent aller au stade, voir cette équipe championne d'Europe, super championne d'Europe, mais il y avait aussi cette peur du vide. Qu'est-ce qui va se passer après Kylian Mbappé? Et finalement, ils n'ont pas eu le choix puisqu'il a décidé de partir, donc ils ont dû se réorganiser sans lui. Il y a une question qui se pose aussi.
parce que maintenant on va parler des autres personnages, des personnages qui sont encore là et qui sont les artisans de l'incroyable saison qu'on a vécue, donc Nasser, Luis Campos, Luis Enrique, etc. Mais il y a quand même une question qui se pose sur Kylian Mbappé, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même un héritage positif, puisque par exemple, tu soulignes dans le livre le fait que Luis Campos, son arrivée, elle est liée, en tout cas, c'est ce que beaucoup de gens pensent, elle est liée, voire demandée par le clan Mbappé. Oui, 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 et je pense que de toute façon, que ce soit le directeur sportif du Paris Saint-Germain ou que ce soit Kylian Mbappé ou son entourage, je pense que personne ne dira qu'ils ne sont pas proches. C'est impossible de Et à dire ce ça. Tout le monde moment-là, sait ils qu'ils étaient sont même proches depuis très proches, Monaco. Ouais. exactement. Et donc quand il y a deux phénomènes qui se passent, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain veut absolument retenir Kylian Mbappé. Mm. Les relations entre Kylian Mbappé et ancien directeur sportif étaient très complexes Leonardo. avec Leonardo. Mm. Derrière, c'est un directeur sportif très proche du camp qui arrive. Je ne vais pas dire qu'ils ont demandé, mais ils ont à minima suggéré. Et puis le départ de Leonardo est annoncé à Leonardo le jour où on annonce la prolongation de Kylian. Ouais, forcément, c'est pas un hasard tout ça, c'est pas un hasard. Et c'est vrai qu'en tout cas, Luis Campos, est-ce qu'il serait arrivé au Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé? Ça, on le saura jamais. En tout cas, la réalité, c'est que aujourd'hui, c'est l'un des architectes de ce projet, c'est même l'architecte principal et un des architectes principaux, pardon. Mais et sans Kylian, probablement, il ne serait jamais arrivé. Donc, c'est pas dire qu'il faut rendre grâce à Kylian pour ça, à Kylian Mbappé. Mais c'est vrai que il n'y a pas que du mauvais finalement. Il n'y a pas que du mauvais parce que certains supporters, quand ils parlent de Kylian Mbappé aujourd'hui, il y a beaucoup de rancœur et on a l'impression que tout est noir. On raconte bien dans le livre, ça je pense que toi qui l'as lu, tu peux en témoigner. On dit ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins passé, cette volonté parfois de contrôler, de pouvoir. On lui a donné aussi, on lui a laissé l'espace pour ça. Mais et sur le terrain et en coulisses, alors à la marge, hein, mais Luis Campos est un bel exemple, il a aussi apporté au club. Voilà, c'est pour ça que je voulais clore quand même le chapitre sur Kylian Mbappé avec voilà, en disant qu'il n'y a pas que du mauvais et qu'il y a aussi eu des choses incroyables. Et moi, je me souviens que pendant longtemps, dans mon émission, quand je parlais de Kylian Mbappé, je passais toujours la même chanson. C'était Oh, non, 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 I like your way. Oh, baby, I like your way, parce que tout le monde le critiquait et moi, je trouvais que c'était un joueur de ouf. Donc voilà. Après, ça a quand même tourné au vinaigre comme pour tout le monde. Mbappé parti. Maintenant, je voudrais qu'on parle de Luis Campos. Juste d'abord avec un petit mot sur Antero Henrique. Il en est très peu question dans le livre, mais à chaque fois, c'est négatif. En fait, c'est négatif parce qu'on parle des 2 saisons où lui a œuvré un peu en coulisses. C'est-à-dire qu'il était au club sans être au club. Il a été très peu finalement, à l'été 2023 seulement. Et lui, il avait pour rôle de sortir les joueurs. Il avait la charge de vendre les joueurs quand Luis Campos devait recruter. Le fair play financier étant ce qu'il est, avec les règles qui étaient ce qu'elles étaient à l'époque, il fallait vendre beaucoup pour espérer recruter. Le Paris Saint-Germain avait une masse salariale qui était énorme, donc il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, Luis Campos. Et si les passages sur Luis Enrique, enfin sur Antero Henrique sont pas élogieux, c'est tout simplement parce que il avait une charge qu'il n'a pas assumée. Concrètement, c'était dur. Et derrière, Luis Campos s'est retrouvé un peu mis en difficulté aussi. Alors, c'est pas de dire c'est que de la faute d'Antero Henrique, c'est-à-dire que Luis Campos, il a aussi amené des joueurs, il a fait des recrutements qui n'ont pas forcément fonctionné. Et ça, et je pense qu'il l'a reconnu aussi d'ailleurs. Il l'a reconnu. Le mercato, il n'était pas satisfaisant et il a sa part de responsabilité aussi. Il n'a pas fait que des bonnes choses. Mais c'est vrai qu'Antero Henrique, et cet attelage finalement, parce qu'Antero Henrique, il n'est pas responsable de ça. À un moment donné, quand il y a un président ou un patron qui dit bon, vous deux, vous allez travailler ensemble et qui détermine les tâches, c'est aussi de sa responsabilité de savoir si ces deux personnes-là s'entendent, ce qui n'était pas le cas. Et on le savait, parce que certains se sont dit, c'est 2 Portugais, à peu près la même génération, ils vont s'entendre, ça va bien fonctionner. Sauf qu'ils se détestaient. Donc dès le départ, on savait que ça n'allait pas fonctionner. Non, mais surtout que, et ça n'a pas manqué. Surtout que pour le coup, et après on va justement ouvrir le dossier Nasser, parce qu'il y a énormément de choses à dire, parce que le vrai grand changement de fond, c'est presque un changement intime de conviction chez Nasser qui fait que tout a changé. Mais Antero Henrique, en gros, si on comprend bien ce qu'on entendait à l'époque, il avait été placé là par Nasser aussi
Pour pas que Luis Campos, qui est arrivé avec le clan Mbappé, se retrouve avec tous les pleins pouvoirs, quoi. Oui, c'est une Donc forcément possibilité. compliqué. Oui, c'est ça, oui, contre-pouvoir. Ouais. Ok, on a déjà un joueur qui va être très important, qui va prendre de la place. On a son entourage aussi qui est présent. On a Luis Campos, qui est pas commode, qui est quelqu'un vraiment de... il sait y faire, Luis Campos. C'est vraiment quelqu'un où tu discuteras avec des gens qui le côtoient, tu verras. C'est une tête, il est très érudit. Il Une a un avis sur intelligence tout. rare, tu écris. Et ça, c'est pas mes mots. C'est les mots de gens au club qui ne l'apprécient pas forcément. Ah ouais. C'est ça qui est intéressant. Des gens qui sont encore là aujourd'hui ? Oui, cette phrase-là, c'est quelqu'un qui me l'a dit, qui l'apprécie pas forcément. Tu vois. Donc, c'est vrai, quand t'entends ça, tu te dis, ok. En fait, le mec a tout le temps 2 trains d'avance sur tout le monde, non ? Il voit avant. Voilà, il voit avant et je pense que les mercatos qui n'ont pas fonctionné, c'est là où peut-être il s'est réuni, où il a fait peut-être un peu différemment, il a recruté peut-être des joueurs qui ne lui correspondaient pas forcément. Et là, il a réussi, on en parle aussi dans le livre, à trouver la bonne manière de faire avec Luis Enrique, d'avoir des jeunes joueurs à fort potentiel que Luis Enrique peut faire grandir parce qu'il sait faire ça. Et c'est là où Luis Campos est le meilleur. Désiré Doué, João Neves, tous les jeunes qui sont arrivés finalement, même des joueurs pas forcément connus comme William Pacho, ça c'est vraiment ce que sait faire Luis Campos. Ouais. D'ailleurs, vous expliquez aussi que quand il commence, en fait, Luis Campos, Luis Enrique n'est pas encore arrivé. Donc en fait, il est obligé de commencer le mercato sans le coach. Et d'où, par exemple, le recrutement d'Ugarte, qui est pas un mauvais joueur, mais qui finalement ne rentrera pas vraiment bien dans les plans de Luis Enrique. Ouais. Quand vous parlez de Luis Campos, vous écrivez donc d'une intelligence rare et qu'il est politique, il est prudent, patient et intransigeant dans les transactions, dans les tractations. Très important, un changement très important qu'il va apporter, c'est la refonte des contrats avec une part variable en fonction des performances et des nombres de matchs joués. Et vous écrivez qu'il n'y a pas d'exception pour les cadres. C'est vrai ça ? Tous les joueurs ont dû renégocier leur contrat ? Tous les nouveaux contrats. C'est-à-dire que les joueurs qui avaient Donnarumma, par exemple, il avait un contrat il avait un contrat sous l'ancien régime. Je vais appeler ça l'ancien régime. Mais Verratti, c'est pareil. Verratti, il avait dû renégocier aussi, non ? Exactement, mais il avait une part variable. Mais après, c'est toujours pareil. Pierre, on va pas se mentir. C'est-à-dire que s'ils veulent absolument retenir le joueur, la part fixe, elle est beaucoup plus élevée que sur un joueur qu'ils ne veulent pas forcément retenir. Ça, c'est la réalité aussi. Mais c'était important pour eux de mettre une part variable qui est quand même importante dans tous les contrats, même s'il peut y avoir des parts fixes plus importantes selon l'envie, comme je le disais, du club de retenir le joueur. Mais il y a cette part variable qui permet, si le joueur, à un moment donné, ne donne pas de satisfaction, de pouvoir le mettre sur le banc, hors groupe. Et là, il gagne quand même beaucoup moins d'argent. Et la vie à Paris est un peu moins confortable, même si, dans tous les cas, vu les salaires, ils peuvent se permettre de vivre. Ça restera supportable, je suppose. Non, mais quand on enlève 30%, n'importe quel salaire en fonction du train de vie, quand on vous enlève 30%, on le sent passer. On le sent passer. Nasser est un peu un mystère parce qu'il parle très peu de lui déjà, comme toi un peu. On n'a pas beaucoup d'histoires racontées sur lui, sur son passé, sur son enfance. C'est pour ça aussi qu'à Paris, on a mis très longtemps avant de commencer à avoir le sentiment qu'il faisait partie de la famille, parce que même encore maintenant, il reste un personnage, aussi parce que c'est son argent qui est injecté dans le club. Il est l'émanation d'une autre entité qui est beaucoup plus lointaine de nous. Moi, j'ai une question que je me pose sur Nasser, parce que tu sais, parfois on parle du prison Saint-Germain, ça a été évidemment évoqué pour Kylian, mais pour d'autres joueurs aussi. Est-ce que Nasser, s'il avait envie de partir du PSG, est-ce qu'il pourrait ? Est-ce que l'émir a d'autres options ? Parce que honnêtement, on a l'impression qu'il est totalement indissociable du PSG de QSI. C'est une bonne question, mais en fait, la réalité, c'est quoi ? C'est que Nasser Al-Khelaifi, il adore le Paris Saint-Germain depuis très très longtemps. L'émir du Qatar le sait. Et chez les Qataris, il y a quelque chose qui est très important, pas que chez eux, mais c'est vraiment une valeur cardinale. C'est la confiance, le respect de la parole donnée notamment. Et la confiance qu'il y a entre ces deux hommes-là, pour moi, me fait dire que c'est compliqué de voir le Paris Saint-Germain sans Nasser Al-Khelaifi. Après, il peut se passer des choses, il peut y avoir des affaires, il peut y avoir des contraintes autres qui obligent à prendre des décisions. Mais dans l'attelage actuel, je vois mal comment Nasser pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Et c'est une petite musique qu'on a beaucoup entendue. Ah là, Nasser, je pense qu'il va aller sur un siège éjectable. Là, il va sauter. Là, il peut partir. Ouais. Exactement. Si c'est pas ces affaires-là qui le contraignent, je pense pas que l'émir du Qatar va appuyer sur le bouton.
Il y a plusieurs choses qui sont notables dans son personnage. D'abord, il y a son rapport à la lumière, Mmh. qui est un peu mouvant. Parce que moi, je me souviens que quand Christophe Galtier était coach, par exemple, personne ne parlait pour l'institution. Et Christophe Galtier était laissé tout seul. Mmh. Et il était la seule personne à pouvoir répondre parce que Nasser... C'est toujours un peu le cas avec Luis Enrique, Oui, mais si tu regardes bien. complètement, mais c'est plus la même personnalité. Et Ouais. vous expliquez hyper bien, enfin Luis Enrique et Galtier, c'est pas du tout le même profil au niveau de la personnalité. Vous expliquez hyper bien comment Nasser, petit à petit, a fait évoluer sa manière de communiquer et préfère aujourd'hui les interviews plus longues, où il a le temps de s'expliquer. Ça, c'est intéressant déjà. Ouais, bien sûr, parce que ça a été fait en étroite collaboration et ça a été imaginé d'ailleurs par son homme de confiance, David Sugden, qui travaille avec lui, qui est avocat, qui gère sa communication aussi, gère pas mal de choses. Comme si c'était un membre de sa famille. C'est ce que vous écrivez. Ah oui, bah ça je te confirme. Quand j'ai des échanges avec lui, comme je peux avoir avec d'autres, d'ailleurs, c'est vrai qu'il le défend. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui assure mes arrières, comme David le fait pour David Sugden le fait pour Nasser Al-Khelaifi. Ça c'est une certitude. Mais j'ai perdu le fil. Eh ben, on disait il faisait des interviews plus Oui, longues. les interviews plus. Excuse-moi. Oui, c'est vrai que dans sa manière de communiquer justement, et c'est pour ça qu'on parlait de David Sugden, je pense qu'il l'a poussé à s'ouvrir un petit peu plus, à faire parfois. C'est ça, s'ouvrir. Parce que, en fait, le mystère était entier, total, quoi, sur sa personnalité. Voilà, exactement, de pouvoir parfois faire un peu de off, ce qu'on appelle le off dans le métier. Toi, tu sais ce que c'est évidemment, Pia, mais pouvoir échanger hors caméra, hors micro, avec des journalistes, voilà, des petits déjeuners, des petites rencontres comme ça informelles, des interviews aussi un peu plus longues en plateau où il peut expliquer sa vision. Je pense que il va travailler aussi sur le français encore un peu plus pour pouvoir s'exprimer, faire mieux passer ses idées. Très bonne idée. Mais il y a une volonté, en tout cas, de modifier sa communication, en tout cas sa manière de communiquer, parce que il était un peu éruptif, c'est-à-dire qu'il voulait réagir sur tout avant, et maintenant beaucoup il dans est l'émotion. Exactement. Et là, il a pris un petit peu plus de recul et avec un rôle où il va vraiment s'exprimer lors de grands événements. Quand sur les Champs-Élysées, le lendemain de la victoire en Ligue des Champions, on le voit pleurer avec la coupe dans les bras, en évoquant sa maman, si je me souviens bien. C'est un moment qui est... Enfin, moi, je me souviens, j'étais en plateau sur TF1, et le moment où je vois cette image, j'ai vraiment la mâchoire qui se décroche, parce que je m'y attendais pas du tout. Et en fait, il y a quelque chose, du coup, de très attachant qui commence à émerger, où on voit en fait une vraie personne, un humain, quoi, voilà. Et en même temps, dans sa façon de manager et surtout dans ses échanges avec les dirigeants, et notamment par exemple avec la ville de Paris, mais pas que, parfois, il y a trop d'émotivité et on a envie de lui dire mais ne le prends pas personnellement. Enfin, remets-toi autour de la table et discute. Arrête de te vexer, quoi. C'est une réalité aussi, ça, quand même, de ce qu'on voit de Nasser Al-Khelaifi. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui progresse aussi, qui n'est pas né dans ce milieu du football, qui apprend aussi certaines arcanes, négocie avec un dirigeant où parfois on peut élever la voix lors des dernières heures du mercato, où on va essayer de jouer sur les émotions, où clairement on va communiquer d'une manière où on va presque parler à un ami finalement. C'est-à-dire qu'ils se connaissent tous, les dirigeants aujourd'hui des grands clubs européens, et quand ils parlent surtout Nasser, qui pour le coup connaît vraiment tout le monde maintenant qu'il est à l'ECA, etc. Exactement, maintenant que c'est le président de l'Association européenne des clubs. Mais c'est vrai que dans sa manière de communiquer, par exemple, avec ses homologues, il y a quelque chose qu'il faut, j'allais dire modifier, c'est pas le mot, mais il faut peut-être communiquer différemment quand il parle, par exemple, à des personnalités au niveau de la mairie ou même au niveau de la Ligue de football professionnel. Je pense qu'il y a un travail à faire qui prend pas 30 secondes. C'est quand on n'est pas né dans ces milieux-là, il est politique aussi, attention, parce que il a les deux visages. Exactement. Et il a l'affect en même temps, parfois, qui sort d'un coup. C'est ça qui est déstabilisant, en fait. C'est-à-dire que c'est un vrai politique, Nasser. Il sait y faire. Il arrive à bien se placer. Regarde le nombre de mandats qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait faire, mais en même temps, parfois, il est pris à défaut sur ce côté peut-être trop émotionnel, parce qu'il prend les choses à cœur, et notamment dans le dossier Kylian, et on l'explique dans le livre, il a vraiment pris ce dossier-là avec beaucoup d'émotions, et je pense que c'est ce qui lui a coûté d'avoir ce sentiment finalement à la fin d'avoir été trahi, parce que s'il avait géré... berné, parce qu'en fait il y a une telle incompréhension entre les deux camps qu'il a peut-être même l'impression d'avoir été berné par le camp d'en face, quoi. Je pense, mais j'ai pas envie de parler à sa place. Ce serait intéressant de l'entendre un jour, peut-être qu'il voudra en parler, mais s'il avait pu gérer ça avec un peu plus de froideur, je pense que
c'est ce qu'il aurait fait, je pense. Parce que c'est vrai qu'il a, selon lui, hein, Hmm. cru en ce qu'on lui disait, Ouais. et Hmm. à la fin, il s'est retrouvé Hmm. un peu en difficulté avec un joueur qui lui dit je vais partir et tu peux rien faire en fait. Parce qu'on n'a rien signé. Exactement, On a parlé, mais on n'a rien signé. exactement. On a parlé et on ne s'est pas compris. Et on s'est pas Tout, compris. tout est là. Et c'est ça aussi qu'on explique Ouais. dans le livre, c'est-à-dire Ouais. que vous parlez aux deux camps, ils vont Mm. vous dire deux choses opposées et Mm. on a l'impression qu'ils n'étaient pas dans la même pièce en fait. C'est incroyable. Ouais. Est-ce que tu sais, c'est une question subsidiaire, mais est-ce que tu sais dans quelle langue Kylian et Nasser échangent? Je me suis posé la question. Anglais. En anglais. J'allais Ok. j'allais te dire français, mais en fait non, c'est en anglais. Et en tout cas moi, ce que j'ai pu entendre, c'est en Ouais. anglais. Ok. C'est une question, je trouve, qui est intéressante parce que comme je veux pas révéler ce qu'il y a dans le livre là-dessus parce que justement, ça fait partie des choses voilà, qui sont hyper intéressantes et si on spoil tout, c'est pas mal, Mm. Mais ce moment de l'incompréhension totale entre les deux, je me suis posé la question. Je me suis dit, comme Nasser est quand même plus à l'aise en anglais qu'en français, est-ce que peut-être ils ont parlé français et que du Non, coup parce il a qu'en plus, mal le deuxième compris rendez-vous, ou... il y avait Luis Campos, il y avait Luis Enrique. Alors, quand Luis Campos, il n'y a pas de problème avec le français. Luis Enrique, à l'époque, il pipait pas un mot. Mm. Donc, je vois mal comment ça a pu se faire dans une autre langue Que que l'anglais. l'anglais. Ouais. Et il parle anglais, Luis Enrique? Ouais. Oui. Ok. Il Quand parle, il comprend bien l'anglais, ouais. Ok. Très bien. Il y a un truc intéressant que tu racontes, c'est le moment où, même au niveau de l'émir, Nasser et l'émir, le moment où ils ont la vision de ce qu'ils doivent faire Mhm. au PSG, et c'est pendant la Coupe du Monde au Qatar. Ouais, ça, c'est une scène qui est très intéressante parce que c'est le début de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils reçoivent la Coupe du Monde. Bon, évidemment, ils sont là pour les matchs qui comptent. Hein. L'équipe de Bien France sûr. va très loin. Mm. Donc, ils se retrouvent en finale et ils font les comptes. Mm. Et ils se rendent compte que dans l'équipe de France, il y a beaucoup de joueurs qui ont grandi ou qui viennent de la région parisienne. Et ils se disent, mais on a un vivier en fait exceptionnel. On le savait déjà en fait, mais entre savoir et voir, là Et ils voir en voient finale en de Coupe fait. du Monde, Exactement, là ils ont les choses qui sont concrètes, qui sont factuelles devant eux. Ils se disent, mais en fait, il faut recruter plus en France, ou des Français en tout cas, si ce n'est en France, au moins des Français, parce que c'est avec eux qu'on peut aller loin. Et ils ne sont pas trompés, puisque quand on voit l'équipe championne d'Europe, Bradley Barcola a joué un rôle, Ils se sont Désiré trompés. Doué, Ousmane Dembélé. Il y a eu des erreurs, bien évidemment. Enfin, pas des erreurs, mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné, par exemple, avec Randal Kolo Muani. Qui est un cas particulier, Randal Kolo Muani. Oui, complètement. Qui est un cas particulier. Ouais. Pourquoi ? Parce que, comme tu disais tout à l'heure, le mercato 2023, Luis Enrique, il le subit totalement. C'est-à-dire que quand il arrive, en fait, tous les choix sont déjà faits. Et on l'explique d'ailleurs. Mais Luis Campos le subit aussi, ce choix. Parce que en fait, c'est Nasser qui veut que Kolo Muani vienne. C'est vrai. Tout comme c'est Nasser qui voulait qu'Ousmane Dembélé vienne aussi. Bon, pour le coup, là, il s'est moins planté. Ah oui. Là, bon. Donc, c'était à une époque, en fait, où tous les organes du club ne fonctionnaient pas la main dans la main. Donc, il y en a un qui pouvait dire A, l'autre B, sur le même mercato. Moi, j'ai entendu, par exemple, Randal Kolo Muani ne viendra jamais, la direction sportive n'en veut pas. Il est arrivé. On disait Ousmane Dembélé, bon, on verra. Il est arrivé aussi. Et au final, Luis Campos, il était très ravi qu'il soit là. Et c'est même lui qui disait, et on l'explique aussi dans le livre, très rapidement, il a dit, mais en fait, lui, il va finir top 3 à Ballon d'Or. C'est vrai. Le devin. Non, c'est pour Luis Enrique que tu utilises le mot devin, mais ça marche pour les deux, en fait. C'est les deux Louis, ils voient tout avant tout le monde, c'est incroyable, quoi. Ouais, il fonctionne vraiment très bien. Et pour revenir à ce qu'on disait, c'est ça, une époque, en tout cas, quand Randal Kolo Muani est arrivé, où il y avait trois personnages importants, et j'ai même envie de dire deux, parce que Luis Enrique venait d'arriver, donc il regardait ce qui se passe, il prenait pas vraiment de décision, il était vraiment dans l'écoute. Et Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi, ils faisaient leur truc chacun de leur côté, et certains dossiers aboutissaient sans vraiment que l'autre soit d'accord. Donc quand c'était Nasser Al-Khelaifi qui n'était pas d'accord, j'ai envie de dire, c'est pas son rôle. Quand c'est Luis Campos qui n'était pas d'accord, c'était un peu plus problématique, même si le hasard fait parfois bien les choses, puisqu'il y a des dossiers qui ont été menés par Nasser Al-Khelaifi et qui se sont avérés payants. Ouais, donc Dembélé, sur Kolo Muani, on a le sentiment, et c'est pas contre Randal Kolo Muani, parce que c'est un super joueur et voilà, qui est en plus attachant, et voilà, mais on a quand même le sentiment que c'est la dernière grosse erreur interventionniste de Nasser, et que là il s'est dit ouais, cette fois ça m'a coûté quand même 90 millions, ça a vraiment été un flop parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que c'est pas aussi un peu le dernier truc où il s'est dit bon, ok,
faut que j'arrête d'intervenir sur le sportif. Je pense qu'il y a plusieurs choses à clarifier sur cette situation. Déjà, Ronald Colomwani, contrairement à ce qui se dit partout, il n'a pas coûté 90 millions d'euros. Je vais même vous dire, s'il réussit à bien le vendre, je pense qu'il n'aura rien coûté au Paris Saint-Germain. Mais pour ça, il faut bien le vendre. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas puisqu'il est prêté sans option d'achat à Tottenham. Ronald Colomwani, il a coûté en réalité, le prix de Ronald Colomwani, il est bien inférieur à 80 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des options qui n'ont pas été levées, il y avait des bonus qui n'ont pas été levés. Parce que quand on dit 90 millions d'euros, c'est vrai. Avec les bonus. Avec les bonus compris. Bonus compris. Tout comme Désiré Doué, c'est 50 millions d'euros, mais sans les bonus. Désiré Doué, il a coûté 70 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Alors aujourd'hui, tout le monde en rigole parce qu'il a atteint tous ses objectifs. Exactement. Et Ligue des Champions, doublé en finale. Bah oui, il a atteint des choses que même Rennes n'imaginait pas. Donc tous les bonus ont été levés, mais c'est pas grave pour le Paris Saint-Germain puisque même s'ils ont lâché 70, aujourd'hui il en vaut le double. Ou en tout cas, il en vaut beaucoup plus que 70 millions d'euros. Ronald Colomwani, il a coûté moins. Donc ça, c'est déjà très important de le dire. Après, pour répondre à ta question, Nasser Al-Khelaifi, je pense que il y a une chose principale qui l'a rendu comme ça, c'est-à-dire que il a vu que pour bien travailler et pour que le Paris Saint-Germain réussisse à bien recruter, et c'est ce qu'il veut puisqu'il veut le meilleur pour son club, il faut qu'il y ait de la cohésion entre lui, entre son directeur sportif et entre l'entraîneur. Et ça, je pense qu'il l'a intégré. Mais qui a réussi enfin le persuader de ça ? Parce que quand t'es parent et que t'as un enfant et que t'as tendance à beaucoup te disputer, il faut à un moment l'intervention d'un tiers pour dire aux parents les gars, vous disputez tout le temps, si vous disputiez moins, ça irait mieux. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Non, je vois très bien ce que tu veux dire. Et je pense que la plaque tournante, c'est Luis Enrique, encore une fois, parce que Luis Enrique, il est arrivé, il n'aura pas trop laissé le choix. C'est-à-dire qu'il le voulait. Il y avait plusieurs entraîneurs d'ailleurs. Il y avait Xabi Alonso, il y avait Arteta. Ils aimaient beaucoup aussi Luis Enrique. Exactement. D'autres options. Et Luis Enrique, lui, il voulait avoir la main. Lui, il voulait vraiment avoir la main. Pas forcément faire le mercato, mais être consulté, donner son aval pour les joueurs qui arrivent. Et il n'a pas pu le faire en 2023. Donc en 2024, chaque joueur qui arrivait, c'était avec le sceau de Luis Enrique. C'est-à-dire qu'il validait et presque c'est lui qui demandait les profils. Luis Campos allait les chercher. 3 à chaque fois et après on choisit la priorité. Si ça ne fonctionne pas, on prend le 2. Voilà. Exactement. Et derrière, il y a ce travail qui a été fait entre les 3 et Nasser Al-Khelaifi qui généralement va finaliser. Alors généralement, quand on arrive en fin de dossier, c'était le cas par exemple cet été pour Ilias Zabarni, je disais Nasser Al-Khelaifi va rentrer dans la boucle et il y a des commentaires tout de suite mais Luis Campos il n'a pas réussi à finaliser, il sert à rien. Non, c'est comme ça qu'il travaille. Luis Campos il travaille avec les agents, il arrive à convaincre l'agent, le joueur, il entame éventuellement les négociations et on l'explique dans le livre avec les dirigeants et ensuite quand il faut pousser, rajouter les derniers millions, les derniers bonus, etc., la banque et les cordons de la bourse, c'est Nasser Al-Khelaifi qui les tient. Donc c'est pour ça que naturellement, et ça se fait dans beaucoup de grands clubs, c'est lui qui va finaliser. Et puis en face, je suppose que c'est pareil. Enfin, avec Naples pour Guevara, c'est avec De Laurentiis que ça se gère. Bien et donc sûr, c'est entre présidents. Ça paraît. Chevalier, c'était les temps. Il était en pôle. Voilà, ça paraît logique. Bon, alors Luis Enrique. Luis Enrique, c'est pareil, il a quelque chose de transparent. Il est beaucoup moins mystérieux que d'autres personnages parce que il parle un peu comme un livre ouvert. On sent que ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Donc c'est quelque chose qui est voilà. Mais c'est quand même un mystère parce que strictement tout ce qu'il a dit depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est réalisé. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, et je pense qu'on le lit, je pense d'ailleurs, c'est sûr, c'est dans le livre, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'avait frappé, c'est quand il arrive devant les joueurs, il fait un discours, donc très motivant, beaucoup de charisme, et il leur dit, moi je viens pour tout gagner. Mais pas l'année prochaine. Là, cette année, là, on va tout gagner. Là. Moi, je viens pour gagner le championnat, la Coupe de France, la Ligue des Champions. Et là, lol, Louis, dans le vestiaire. Les joueurs, ils ne disent pas comme ça. Mais Marquis, t'as compris que, quand ils discutent entre eux, ils se disent, il est ambitieux quand même, les garçons. C'est bon, la flûte. Et ils font demi-finale contre Dortmund. Et pour le coup, ils pêchent aussi. Et on l'explique un peu dans le livre, en racontant un peu les coulisses et la manière dont ça s'est déroulé dans les têtes. C'est vrai que, contre Dortmund en demi-finale en 2024, ils se sont vus déjà en finale. Excès de confiance. Les places, elles sont réservées. Tout le monde se voit déjà à Londres. Et, Nous aussi, hein. mais quand on, bien sûr, mais quand on revient en arrière,
Oui, et Luis Enrique, il avait dit dès cette année on peut gagner. Et l'année suivante, il dit on sera meilleur sans Kylian Mbappé, ça arrive et il gagne la Ligue des Champions. Donc il a un côté comme ça où bah, son expérience, son passif, ce qu'il a fait avant parle pour lui. Et comme ce qu'il dit, ça arrive, bah, du coup quand il te dit quelque chose, tu as envie de le croire. Donc tu t'auto-persuades que c'est possible Quand et donc il dit c'est à possible. Bradley Barcola, t'inquiète pas, viens, signe au Paris Saint-Germain, tu vas voir, je vais te faire de toi un grand joueur, un joueur international. Voilà, Désiré Doué pareil. C'est vrai que non, il est fort. Franchement, il est fort. Il y a des choses qu'il a moins bien réussi et on le dit aussi dans le livre. Mais ce qu'on retient tous, c'est la victoire en Ligue des Champions. Et finalement, les passages un peu plus difficiles ont permis au groupe de grandir. Il a su aussi, et ça c'est important de le dire, il a su mettre un peu d'eau dans son vin. Voilà. C'est très important. 3 décembre. Exactement. Voilà. 3 décembre, donc avant le fameux match contre Lens, si je me souviens bien, avant Noël, qui va commencer ça va être le festival offensif à partir de là. 3 décembre, après avoir écarté Ousmane du groupe, après avoir viré aussi un adjoint, ça m'avait échappé, mais son adjoint Aitor Unzoué, qui était proche des joueurs. Ouais, il est parti officiellement, voilà, mais c'est vrai que il a mis un peu de côté, de manière un peu. En tout cas, ça s'est fait sans ménagement, dans le sens où lui aurait aimé rester, les joueurs l'adoraient. Et ça n'a pas matché avec Luis Enrique et il n'y a pas eu de demi-mesure. Voilà, donc là on se dit, et je suppose que les joueurs en interne se disent, punaise, il est dur quoi. Ouais, c'est ce qu'ils se disent et ça arrive aussi à un moment où il y a beaucoup de petits mécontentements. C'est-à-dire que il n'y a pas un gros problème, il y a plusieurs petites choses. Il y a un tel qui n'est pas content, il trouve qu'il défend trop, alors que voilà, No Mendes a l'habitude de prendre son couloir, il n'est pas super content. Les attaquants, ils ont tous l'impression d'être un peu bridés. Il y a des phases de jeu où ils réussissent à marquer en jouant de manière un petit peu plus verticale. Ça plaît pas à Luis Enrique, il leur fait savoir, ils comprennent pas. Il y a des petites choses comme ça qui font que ça monte. D'autres joueurs qui sont sur le banc de touche, qui sont pas contents, qui jouent pas ou peu, mais qui sont importants dans le groupe. Voilà, ça monte, et on arrive à une situation où lui aussi n'a pas les résultats escomptés, notamment en Ligue des Champions, où ses relations avec les médias sont très très difficiles. Et c'est vrai que le club lui fait comprendre qu'il faut qu'il mette un peu, qu'il fasse attention aussi, qu'il fasse la part des choses et qu'il aille un petit peu plus vers les autres et notamment vers les joueurs. Et là, il a cette réaction qui est très intelligente finalement parce que il aurait pu rester jusqu'au boutiste parce que beaucoup pensent qu'il est comme ça. Mais il a des idées très arrêtées, il est sûr de lui, mais il s'est aménagé. Il s'est aménagé et c'est toute son intelligence parce que cette réunion, elle est fondatrice. Quand il dit aux joueurs, moi je suis prêt à aller dans votre sens, on est ensemble, on est dans le même bateau, tout le monde va faire des efforts, vous, moi aussi je vais faire des efforts, vous inquiétez pas. Quoi. J'entends exactement, je vous écoute, ne vous inquiétez pas et je vais être un peu plus tranquille, quoi. Et ça fait du bien aux joueurs, ça les a beaucoup surpris et ça leur a fait du bien. Et derrière, ils se sont lâchés et après, il y a eu tout ce qu'on connaît avec notamment le match face à Manchester City et cette victoire qui là aussi va être fondatrice parce que après ce match-là, ils se disent vraiment on peut faire quelque chose de beau cette saison. Et son inception fonctionne. Il nous a mis des trucs dans la tête et c'est vrai en fait. Exactement. On peut gagner, on peut revenir au score. Voilà. Exactement. Sur tous les cas que tu as évoqués qui peuvent créer des petites tensions, par exemple Nuno Mendes qui jouait en défense, il a mis dans son vin aussi, il a fait jouer plus en attaque. Sur le jeu plus vertical, on a vu beaucoup plus de verticalité au fur et à mesure de la saison. Enfin voilà, toutes ces choses-là, elles ont évolué. T'as encore un peu de temps ou pas ? Ou il faut que tu partes ? Rapide, ok. Alors on va finir là-dessus. On n'évoquera pas Jorge Mendes, Moussa Sissoko et le Ballon d'Or de Dembélé, qui étaient d'autres sujets que j'avais envie d'évoquer, mais c'est pas grave parce qu'il faut lire le bouquin en même temps. Si on raconte tout, c'est pas marrant. On va finir là-dessus. Il arrive à changer ça. Enfin, il arrive à infléchir un peu quelque chose en lui et ça libère totalement l'équipe. Et là où c'est magnifique et intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a gagné la Ligue des Champions, Ousmane est Ballon d'Or, on est tous heureux, on est tous bien. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un énorme move tactique et il commence à jouer avec 3 défenseurs centraux, alors que pas grand monde l'avait vu venir. Ça veut dire que lui, il est déjà après, dans le futur et dans durée. Oui, parce qu'il est convaincu d'une chose, lui, comme Luis Campos, c'est on fera pas la même saison. C'est l'ambition de faire la même saison, de tout rafler encore une fois. Ils savent que ce sera très compliqué, mais ils se disent, les autres staffs, ils ont travaillé, ils ont des compétences, ils ont des staffs
élargi. Aujourd'hui, il y a des spécialistes pour tirer les coups de pied arrêtés, presque il y a un spécialiste pour les lacets. C'est des staffs anglais, tu les regardes, c'est un truc de fou. Ouais. Et donc, il se dit, ils vont forcément travailler, ils vont trouver une parade. Donc, il faut déjà qu'on prépare quelque chose de différent. Et c'est vrai que dans cette analyse qui a été faite et dans ce constat, ils en ont conclu qu'il fallait peut-être modifier le plan de jeu parfois, apporter de la taille aussi, c'est des choses qui manquaient, d'où l'arrivée de Dilia Zabarni, qui permet aussi de jouer à 3 défenseurs derrière. Donc ça, c'est des choses, et on le disait dans le livre, on a fini de l'écrire en juillet, donc on ne savait pas qu'il allait jouer comme ça si tôt avec 3 défenseurs, mais c'est vrai qu'on l'explique dans le livre, ce changement tactique, qui je pense n'est pas pour... l'idée, c'est pas tout le temps de jouer comme ça, mais c'est d'apporter de la variété, et encore une fois, faire quelque chose qui est cher à Luis Enrique, cette fameuse imprévisibilité. On ne peut pas prévoir si on va s'effondrer comme c'est arrivé à Manchester City ou au Real après certaines Ligues des Champions, ou si on va réussir à durer, si potentiellement dans les 2-3 années on va même réussir à reconquérir la Ligue des Champions. Ce qui est sûr, c'est qu'on est tous heureux. Et j'étais très heureuse de te recevoir, Fabrice. Ah bah c'était un plaisir. Ça aurait pu continuer encore 2 heures, je reviendrai. Mais voilà. Oui, voilà. Faudra revenir pour la suite. En tout cas, c'était un plaisir. Il y a plein de choses aussi que toi, tu écris là-dedans en juillet avec Apolline Boucherie et qui se réalisent sur, par exemple, la saison en or de d'Ousmane qui se termine par un Ballon d'Or. Ballon d'Or qui avait été annoncé par plusieurs personnes, par Moussa Sissoko, son agent, il y a longtemps, par Luis Campos, enfin des gens qui ont cru en lui. Ça. Voilà. Moussa Sissoko, on lui réserve un chapitre, comme Georges Mendes aujourd'hui fait partie des agents qui comptent dans le milieu. Et c'est vrai que lui a cru en Ousmane Dembélé, et c'est ça qui est beau, là où Ousmane Dembélé lui-même ne croyait pas. C'est-à-dire qu'il ne se voyait pas tellement Ballon d'Or, en fait. Et son agent lui disait, mais si, tu le deviendras. Et c'est une très belle histoire de les avoir vus tous les deux au théâtre du Châtelet avec ce Ballon d'Or. C'était magnifique, et c'est une belle leçon aussi, même au niveau collectif, le fait que quand on dit à un groupe, vous pouvez le faire, si on est vraiment persuasif, ce groupe peut vraiment le faire. C'est une leçon même dans notre vie de tous les jours, en fait. Exactement. Il ne faut pas douter, quoi. Il faut y aller, et faut puis foncer. Au pire, on se plante. Voilà, au pire, on se fait sortir par Dortmund en demi-finale, on n'en est pas mort, et voilà. Exactement. J'ai l'impression d'entendre Luis Enrique, c'est exactement ça. De toute façon, il m'a fait de l'inception, moi aussi. J'écoute toutes les confs, donc forcément, voilà. En tout cas, on est heureux qu'il soit là, et merci beaucoup, Fabrice, d'être passé nous voir. Merci, c'est un Pierre. plaisir. Je peux annoncer là que très bientôt, à ta place, il y aura Romain Mabi, le président des Ultras. L'excellent Romain. Du collectif Ultra Paris, et ça va être très intéressant parce que tu termines le livre sur le barbecue avec Kylian Mbappé, et on pourra parler de ça avec Romain, et qui nous explique ce qui s'est passé en interne aussi, toutes les dissensions que vous évoquez dans le bouquin, et comment ce genre de choses se décide. Il faudra lui demander aussi, et on en parle dans le livre sur la relation entre les Ultras et Luis Enrique, et les Ultras, les supporters et les différents membres du club qui comptent notamment. Et c'est pour ça qu'on a nommé ce chapitre les supporters objets de toutes les convoitises. Tout le monde veut être bien avec eux, tout le monde veut se les mettre dans la poche. Mais eux, les entourages de joueurs importants. Ils détectent très très facilement qui est sincère et qui leur fait de la flûte. Donc, et c'est aussi positif pour eux. Mais en tout cas, pour revenir aux supporters et terminer, c'est vrai qu'ils ont une place très importante dans le club, et ils savent effectivement que tout le monde veut un peu les avoir dans sa poche. Voilà. C'est eux le centre du club. C'est normal. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, Pierre. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.